This meeting is being recorded. Bonjour Marion, bonjour Delphine. Bonjour Et Lucille. coucou. Bonjour Salut Delphine. Lucille. Salut Marion. Ça fait plaisir de vous voir. Oui, ça fait trop plaisir. Un peu en vrai parfois, et maintenant en digital, c'est trop cool. Merci à vous deux en tout cas d'avoir répondu positivement pour cette conférence autour du postpartum et de comment on va gérer l'entourage, parce que c'est un gros sujet que les gens, quand les gens viennent chez soi une fois qu'on a accouché. Donc je vais vous laisser vous présenter. On va parler aussi de votre livre et puis on parlera de ce sujet de l'entourage en postpartum. Marion, à toi. Alors, eh bien, moi, je suis avant tout journaliste, dans la vie professionnelle en tout cas, journaliste au Figaro. En parallèle, j'ai un blog qui est dédié à la maternité et à la parentalité qui s'appelle Parlons Maman, que vous pouvez retrouver donc sur Internet et sur Instagram. J'ai coécrit avec Delphine le livre Un postpartum en douceur, merci de le montrer, qui s'inspire du modèle néerlandais des Kramzorg pour donner plein de conseils très pratiques sur le postpartum. Et pour la carte plus perso, je suis maman de 2 petites filles qui ont 7 ans et demi et 3 ans et demi. Super. Delphine, à toi. Alors, je suis Delphine, petit postma, et je suis donc Kramzorg à Amsterdam. Donc, je suis à Amsterdam, hein, c'est là que je vis, parce qu'on me le demande de temps en temps, on me dit, mais bon, tu es où? Amsterdam, donc aux Pays-Bas. Donc, mon métier existe qu'aux Pays-Bas. On en parlera un petit peu après, je pense. Et je suis donc avec Marion, donc la co-auteure de notre petit bébé, Un postpartum en douceur, que nous adorons. Et je suis la maman de 3 enfants que j'ai mis au monde qui s'appellent Audric, Émilie et Clément, et d'un beau-fils qui s'appelle Tyrese, ils ont entre 24 et 16 ans. Je suis mariée avec mon amoureux de quand j'étais petite et c'est pas mal déjà. Pas mal. Et donc, vous avez coécrit un livre autour du postpartum qui, comme disait Marion, reprend ce qui se passe aux Pays-Bas et on a tant à apprendre de ce qui se passe là-bas, notamment par l'existence de ton métier déjà. Et puis plein de choses, plein de rituels qu'il y a autour du postpartum. Et notamment, on en parlait pour la préparation de la fête que vous faites en postpartum. Donc, je vais peut-être vous laisser expliquer, Delphine et ou Marion, voilà, qu'est-ce que c'est et quels sont les avantages pour les nouveaux parents d'avoir cet événement qui vient en postpartum. Ouais, si tu veux, Marion, tu peux expliquer ce que c'est et moi, je donnerai les avantages. Ah, j'allais dire l'inverse, mais si tu veux. Ah bon? Alors, non, mais comme c'est une fête qui est aux Pays-Bas, tu la connais mieux que moi, mais bon, c'est vrai qu'avoir écrit avec toi Un postpartum en douceur, maintenant, je connais bien le système néerlandais. Donc, ça s'appelle la Kramfeest. La Kramfeest. Kramfeest. Donc, c'est une fête qu'on organise après la naissance du bébé, à peu près 6 semaines après la naissance, histoire que les parents aient un peu récupéré. Et c'est là où on convie l'entourage proche, les amis, pour présenter bébé. Donc, l'avantage avec toi, mais juste pour dire, c'est que en fait, cette fête se prépare avant, pendant qu'on est encore enceinte, et permet donc de lister qui on veut voir et de préparer un petit peu et de se décharger de toute cette organisation après, une fois qu'on est en plein postpartum et qu'on est fatigué et qu'on n'a pas vraiment le temps de penser à ça. Et donc, je te passe la parole pour les avantages. Ouais, l'avantage, c'est que comme on l'a préparé, on y a réfléchi avant, on y a réfléchi à tête reposée, on y a réfléchi à 2, donc avec le partenaire. Et surtout, on peut anticiper les personnes qu'on ne voudra pas vexer, parce que c'est surtout ça, hein, c'est que quand on n'a pas envie de voir les gens dans un postpartum immédiat, mais on a quand même parfois un devoir sociétal, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais oui, c'est important de présenter son bébé, y compris aux voisins. Là, c'est l'occasion, par exemple, et on n'a pas forcément envie de les voir les 2 premières semaines ou même les 3 premières semaines du postpartum. Donc, l'autre avantage aussi, c'est qu'on va demander à quelqu'un, comme pour un mariage, par exemple, d'être le maître de cérémonie. Donc, et de gérer en fait le flux des gens et aussi de dire, la Kramfeest va durer 2 heures. On dit par exemple de 15h à 17h et à partir de 17h, on remercie les gens et on les congédie, mais de façon polie, histoire et donc les gens sont prévenus en amont, donc il n'y a pas de vexation. Ça, c'est très important. Et l'autre avantage également, c'est que le bébé, enfin c'est ce qu'on recommande en tout cas, c'est de le mettre en portage, de le mettre en écharpe
et qui reste vraiment avec ses parents et ne pas passer dans les bras des uns et des autres. Ça, justement, on veut éviter par contre. Donc, on le présente, mais de façon sécurisée, quoi. Enfin, J'avais entendu... Pardon, Pardon, comme petite anecdote, je trouve qu'elle est mignonne à la fin de la crème face. C'est un peu comme on fait pour les baptêmes. Tu racontais, Delphine, que les parents préparaient un petit cadeau. Alors, ça peut être un petit porte-clés avec le bébé ou une petite photo souvenir. Enfin, voilà, à donner aux invités au moment de leur départ et qui gardent en souvenir de ce moment particulier. Ça peut faire penser un peu aux baptêmes chrétiens quand ils sont organisés souvent très, très vite. Même si là, il n'y a pas de religieux, en fait, absolument. C'est un peu à ça. Et par rapport au point sur le bras en bras, ça me fait penser à ce que dit Anna Roy sur le fait que, en fait, c'est pas OK qu'un bébé se promène dans les bras parce que déjà, il a besoin des bras de ses parents en premier et qu'en plus, les microbes, surtout en hiver, et puis maintenant, avec tout ce qu'on connaît, voilà, c'est un bébé, c'est hyper fragile et son système immunitaire est tellement fragile que oui, il est hyper important de garder vos bébés. Mais pareil, ça fait le lien avec le devoir sociétal. Parfois, c'est compliqué de faire comprendre aux gens qu'on n'a pas envie. On est un peu louve et on peut, je sais que ça a été mon cas, se faire un peu, se prendre des remarques. J'imagine, Delphine, que tu dois le voir, toi, comme tu es auprès des parents. Oui, bien sûr. Et puis, je l'ai vécu moi-même. Et puis, oh, mais laisse-le donc pleurer. Ou alors, arrête, il va s'habituer. Et moi, quand parfois j'ai des grands-parents, parce que parfois j'ai des grands-parents qui sont là et qui viennent et qui me disent « Ah bon, mais vous croyez pas qu'elle le prend trop souvent dans les bras, il va s'habituer ?» Eh ben, je réponds toujours « tant mieux. » Donc non, oui, bien sûr, je le vois et c'est important de garder son enfant contre soi. Enfin, ou alors, on peut désigner une ou deux personnes, mais vraiment, ça va être très important qu'il n'ait pas de bras en bras. Voilà. Oui, puis je pense pour rassurer un peu les mamans qui peuvent écouter, c'est aussi de se dire qu'il faut qu'elles se fassent confiance et que voilà, elles savent ce qui est bien pour leur bébé et que si elles n'ont pas envie de passer le bébé à X personnes, mais c'est elles qui sont dans leur bon droit. Et ça, il faut aussi s'enlever un peu ce côté étiquette et regard des autres. Voilà, c'est elles qui savent ce qui est mieux pour leur bébé. Donc, il faut qu'elles se fassent vraiment confiance. Il y a cette option-là, ou l'autre option, c'est de le laisser dans son berceau, mais de le laisser dans son berceau. C'est-à-dire que personne ne le sort du berceau. Et s'il pleure, effectivement, c'est les parents qui le prennent. Et ou, si on pense à un baptême, par exemple, que ce soit catholique ou pas, la marraine, ou enfin vraiment des gens qui vont être désignés, avec qui ça va être OK. Voilà. Donc, et puis, pas culpabiliser. Tant pis, si les gens se vexent, tant pis pour eux, en fait. Ça leur appartient de se vexer. C'est pas notre problème. Et si on déroule un peu la machine et qu'on revient un peu en avant, je prépare cette crème fest. Désolée pour l'accent. Crème fest, ouais. Non, mais c'est très bien. Comment je sensibilise, imaginons que je veux faire ça pour mon prochain bébé, parce que je trouve que c'est vraiment une idée géniale. Comment je sensibilise mon entourage sur le fait que ça va commencer à 15h, ça va finir à 17h, que j'ai pas envie que forcément on prenne mon bébé, j'ai pas envie qu'on arrive avec que des doudous, j'ai pas, etc., etc., etc. Enfin, quelles sont vos bonnes pratiques, que ce soit aux Pays-Bas ou toi, Marion, aussi avec ton expérience de maman, comment on fait en fait pour l'organiser sereinement et en s'affranchissant un petit peu du devoir sociétal, même si on peut pas tout enlever, mais il y a quand même des choses où il faudrait que ça change. Ouais. Je pense que c'est pas mal de faire passer soit un petit save the date par mail ou une petite invitation avec vraiment les horaires précis et de dire en fait aux gens qui demandent, voilà, on a établi effectivement une liste de personnes qu'on veut voir ce jour-là et c'est notre choix en tant que futurs parents d'avoir choisi ces personnes-là parce qu'on ne veut pas trop de monde. En fait, encore une fois, je pense qu'il faut assumer aussi ses choix et être sûr de soi parce que c'est pour le bien de son bébé, de son couple, de sa famille et pour ne pas se retrouver sur les rotules le soir parce qu'on aura eu trop de personnes qui seront restées trop tard. Et puis, je reprends l'idée, tout à l'heure, tu l'as dit, Delphine, mais de cette personne, ça peut être une ou deux personnes, ça peut être, si c'est dans le cas d'un baptême, les parrains-marraines, qui sont chargés de dire à 17h, ça y est, les parents sont fatigués, vous avez profité, vous avez vu le bébé, maintenant, il faut les laisser se reposer et vous aurez l'occasion de revenir parce qu'en fait, c'est que le début. Donc, chacun aura l'occasion d'avoir un autre moment un peu plus tard, mais voilà. Faire entendre en amont et par la voix de ces, on va les appeler témoins, que ce temps court est important pour les parents.
Ouais, et puis en ce qui concerne les cadeaux, ben, c'est bien d'en parler en amont, de proposer par exemple, de demander, hein, là toujours la même chose, d'oser demander quelque chose parce que souvent on n'ose pas demander. Et puis, mais par contre, d'oser demander et d'avoir des vraies idées. Donc, parce que quand on dit aux gens, ben, je ne sais pas, j'ai besoin de rien ou un truc comme ça, bah oui, bah forcément, ils viennent pas les mains vides. Donc oui, ben, c'est parce ils sont pas très créatifs en fait. Et je me retourne le compliment puisque moi, jusqu'à ce que je change de métier, c'est un peu ce que je faisais moi-même. Donc, je m'excuse auprès des gens à qui j'ai offert des doudous parce que je ne savais pas mieux. Et maintenant, évidemment, j'ai plus d'idées. Donc, voilà, on peut faire effectivement des listes de naissance, ça existe, mais on peut aussi demander des heures, des heures de bien-être, donc que ce soit des rebosos, un massage. Alors, pour 6 semaines, ça va être un petit peu compliqué pour faire la thalasso d'un bébé parce que c'est normalement dans les 3 premières semaines, je crois, ou en tout cas se renseigner avant. Et les Néerlandais, ils sont très simples. Hein. Quand ils envoient une invitation, ils mettent carrément le numéro de compte en banque et ils disent vous pouvez faire un virement à cette adresse-là, ouais, même pour les mariages. La première fois que j'ai reçu ça, j'ai fait oh. J'ai trouvé ça un peu particulier, mais au moins tu sais où tu vas. Oui, ou alors créer une cagnotte, effectivement, et après, Voilà. les parents peuvent choisir ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Ça peut être une autre option. Mais c'est sûr que c'est un peu moins personnel. En France, je crois qu'on aime bien un peu personnaliser les cadeaux. Alors, si on veut personnaliser, dans ce cas-là, on peut tout à fait offrir une carte, une jolie carte et écrire un mot, et ça va rester bien plus qu'un doudou, en fait. C'est vrai aussi. Et c'est petit, donc c'est pas encombrant, et ça, on peut le personnaliser. Voilà. Moi, je sais que pour reprendre cette idée des cartes, j'ai une boîte au nom de chacun de mes enfants où je mets leur courrier. Alors, c'était adressé à moi, mais c'était indirectement, il parlait aussi à l'enfant. Et donc, depuis leur naissance, les cartes, les anniversaires, et je trouve ça aussi, comme tu dis, c'est vraiment ce qui reste. Et donc, ils ont leur petite boîte et qu'ils pourront découvrir. Pour l'instant, elle n'est pas accessible afin qu'ils ne fassent pas des confettis avec les mais c'est accessible. Ce sera accessible en temps et en heure. On parlait aussi donc de l'entourage. On inclut évidemment le coparent qui, lui, n'a pas accouché, mais qui est aussi bien impliqué dans ce sujet de la parentalité. Une des questions, et surtout peut-être pour toi, Delphine, et Marion, tu nous partageras peut-être ton expérience perso, mais comment faire pour que le papa, le coparent, soit un allié du quotidien? Je pense à des sujets où on peut notamment se prendre des remarques, ou même globalement parce qu'on est en postpartum et qu'on est fatigué. Voilà. Comment le sensibiliser? Comment, Delphine, toi, tu fais? J'ai quelques idées, mais je vais te laisser dérouler. Ouais. Mais la première chose déjà, c'est que le père, alors je vais bien préciser, on ne va pas répéter à chaque fois le coparent, on a compris que ça peut être une seconde mère, mais en général, on est quand même d'accord que c'est plus souvent un père, donc on va dire le père, parce que en plus, quand c'est une femme, c'est différent. C'est vraiment, elles prennent leur place beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça que je vais vraiment préciser ça, mais on est d'accord qu'on parle de tout type de famille. Le père, en fait, il a très envie de participer, il veut faire des choses, mais il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment faire. Donc, moi, je les implique dès la première heure de la naissance. C'est avec eux que je fais les premiers échanges, c'est avec eux que je montre les premiers gestes. Ils ont très envie, ils sont très volontaires, mais ils n'osent pas. Ils n'osent pas, pourquoi? Parce que souvent, on leur a dit que c'est un truc de nana et que de toute façon, elle sait mieux faire que moi et que non, mais je vais me tromper, non, mais t'inquiète pas, elle va le faire ou des trucs comme ça. Donc, il faut leur donner leur place et il faut qu'ils l'apprennent. Et pour ça, il faut leur donner confiance. Donc, messieurs, prenez confiance, prenez votre place, demandez aux auxiliaires de puériculture de vous montrer, aux sages-femmes. Et ça, c'est la réalité, en fait. Et c'est aussi quand on fait ça dès les premières heures de la naissance de l'enfant qu'on répartit dès le départ la charge mentale. C'est très, très bête, mais c'est vraiment efficace. Et pour c'est pas bête, c'est simple, en fait. Il faut aussi, dans la mesure du possible, évidemment, que le papa prenne son congé paternité parce que ça aide. Alors, ce n'est pas toujours possible. Hein. Il y a des professions où c'est compliqué, mais quand c'est possible, c'est hyper important parce que du coup, dès le début, on est deux, effectivement, comme tu le dis, à mettre les mains dans le cambouis et à apprendre en parallèle à s'occuper de son bébé. Et ça met tout de suite le père et la mère sur un pied d'égalité, ce qui n'est pas induit en France à la base. Parce qu'effectivement, on se tourne toujours vers la mère que vers le père.
Donc, pour Il y a ça, le ça, congé et de puis maternité est important. exactement, tu fais bien de le rappeler. Et l'autre chose aussi, c'est que les hommes, en fait, deviennent pères vraiment quand l'enfant naît. Nous, quand on est enceinte, on le sait, on a dans notre ventre, on l'a tout le temps, H24. Dès qu'on se repose, il se met à bouger. Quand on est en réunion, il bouge. Les hommes, quand ils sont en réunion ou en déplacement, quelque part dans leur cerveau, ils savent qu'ils vont avoir un bébé, mais ils déconnectent. Nous, jamais. Donc, en fait, quand ils deviennent pères, c'est au moment où l'enfant apparaît. Et donc, ça peut pour certains être aussi un événement qui va être très... qui va les surprendre, les submerger. Et puis, ils ne savent pas trop quoi en faire, en fait. Donc, faire une place, prendre sa place. Et pourquoi est-ce que je fais la différence avec les deuxièmes mamans? Parce que quand c'est une seconde maman, je ne sais pas, peut-être que c'est quelque chose de féminin. Alors, je ne vais pas parler d'instinct maternel pour la seconde maman et pas d'instinct paternel, c'est pas ça, mais c'est comme si c'était plus, pas plus facile, mais plus évident. Voilà. En tout cas, c'est mon expérience. Donc, j'ai eu quelques deuxièmes, parfois des couples comme ça. Et donc, faut oser y aller. Et puis, Et ce qui est important aussi, c'est que le père s'implique dès la grossesse, en fait. Je pense que le fait d'aller au rendez-vous, toujours quand c'est possible, évidemment, parfois c'est compliqué en fonction de son travail, mais au rendez-vous d'écho, au rendez-vous de sage-femme, même au cours de préparation à l'accouchement, en tout cas certains, ça permet, même si effectivement lui ne deviendra papa que quand le bébé va sortir, quand même petit à petit, ça sème des graines dans sa tête pour se projeter quoi, sur l'après. Pareil dans la préparation de la chambre. Je pense qu'il faut vraiment impliquer le papa dès la grossesse. Pour ceux qui sont réceptifs, ils peuvent aussi lire des livres, dont évidemment le nôtre, évidemment. écouter des podcasts. Voilà, je pense qu'il faut. C'est encore beaucoup à la maman d'amener le papa vers la grossesse et vers l'après. On D'ailleurs, avait nous, parlé avec... Vas-y. on en parle dans un Postpartum en douceur. On parle justement de la place du père et on explique comment ils peuvent justement, et notamment aider aussi la maman qui vient d'avoir un bébé, parce qu'il y a ça aussi, c'est pareil, ils ont l'impression de ne pas aider, pas de pas aider, mais de ne pas être utile quand ils voient leur femme souffrir lors d'un accouchement, par exemple. Moi, je sais que j'ai souvent des pères qui me disent non mais j'ai l'impression d'avoir servi à rien. Et je leur rappelle leur importance à ce moment-là. Je dis mais rappelle-moi où toi tu étais quand elle a donné naissance à votre enfant. Il me dit j'étais derrière, je lui tenais la main. Je lui dis tu crois pas que ça avait son importance? Et avec beaucoup de ils osent pas trop accepter que ça a une importance, parce que elles sont dans la souffrance, elles sont dans la naissance, alors que si. Et en fait, soutenir sa femme dans un allaitement, c'est être à côté d'elle, faire en sorte qu'elle ait à boire, qu'elle ait des coussins bien placés, lui dire qu'elle est belle, lui rappeler que ce qu'elle fait, c'est bien, lui rappeler qu'il est fier aussi d'être le père de cet enfant avec elle, des petites choses comme ça qui font en fait que c'est ultra important finalement. Et c'est pas très compliqué. Non, c'est clair. Mais comme tu dis, je pense qu'ils sont pas outillés. Alors, est-ce que c'est les hommes d'hier et que les enfants, les garçons d'aujourd'hui vont avec l'émergence de... Voilà, on en parle de plus en plus, qu'il y a les poupons, c'est aussi pour les petits garçons. Est-ce que ces choses-là vont évoluer? J'espère. En tout cas, c'est vrai que je pense qu'ils ne sont pas outillés, ils ne savent pas et il faut leur donner les clés. Votre livre apporte plein de conseils pour ça. Et puis, on en partage aussi dans cette conférence. Et on avait abordé un sujet avec Cécilia de l'application May lors de l'enregistrement d'un podcast. Et on évoquait que oui, il y a certains papas qui ne vont pas être... demandeurs et il va falloir, j'imagine toi Delphine, que tu les tires un peu pour qu'ils viennent aller chercher une couche et donner un bain. Mais on a aussi des papas, des mamans qui sont un peu, qui ne laissent pas, et tu l'as un peu évoqué, qui ne laissent pas la place. Et Sia avait l'air de dire que c'est une plus qu'on ne croit, parce que on sait mieux faire, parce que nous on sait faire, parce que nous on sait changer les couches, et etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que personnellement j'ai fait pour mon premier. Et puis le deuxième est arrivé et je n'avais plus que 2 mains, donc j'ai dû me faire aider. Mais donc, le papa est arrivé. Mais je pense que c'est peut-être plus avec le premier qu'avec le deuxième, parce que vous avez toutes plusieurs enfants. Après, on ne peut plus en fait. Mais on a cette croyance quand même en nous de moi je vais gérer et en fait le papa il fera moins bien. Et j'ai tendance à dire le papa fera différemment, mais il fera aussi bien parce que l'enfant il l'aime et en fait voilà, mais il fera peut-être différemment. Il fera forcément différemment.
Il fera forcément différemment. Et moi, il y a quelque chose que je rappelle aux mamans que je sens être un petit peu comme ça, ou quand j'ai des conversations avec des jeunes femmes comme ça qui me racontent un petit peu leur expérience, je leur rappelle qu'on ne peut pas reprocher quelque chose à quelqu'un qui n'a pas fait. On ne peut pas reprocher à son chéri de ne pas changer les couches si on ne le laisse pas accéder aux couches. Ce n'est pas possible. Et donc, oui, il va peut-être mettre les couches de travers, probablement. Et oui, les enfants iront à l'école avec des chaussettes de couleurs différentes, probablement. Mais est-ce grave? Non, c'est pas grave. Non, c'est Marion, pas grave. Après, c'est un apprentissage. est-ce que tu veux nous donner ton expérience, Marion, Oui, des chaussettes de couleurs? Non, moi, j'ai pas forcément cette expérience. Après, je pense qu'il y a effectivement enfin, en tout cas sur les chaussettes, il y a des femmes qui sont peut-être plus dans le contrôle. Et du coup, déjà, quand on découvre son petit bébé, effectivement, c'est peut-être encore plus vrai au premier, mais on peut devenir vraiment, tu le disais tout à l'heure, Lucille, une mère louve et à vouloir son bébé rien qu'à soi, et une espèce de prolongement de la grossesse. Donc, on peut avoir du mal à lâcher de ce côté-là. Et puis après, ouais, je pense que ça dépend un peu des natures, mais en tout cas, il faut parfois, en tant que femme, oui, se faire un peu violence pour laisser la place au conjoint et se dire qu'effectivement, ce sera fait forcément un peu différemment parce qu'on ne fait pas la même chose. Mais après, on peut d'abord faire ensemble pour voilà, essayer de se rapprocher l'un de l'autre dans les pratiques et puis petit à petit lâcher prise. Et en plus, je pense qu'à terme, ça fait du bien parce qu'au final, même si on est très lourd, on a aussi besoin parfois de se détacher un peu, sortir, penser à autre chose. Et du coup, on sera d'autant mieux pour laisser son enfant à son conjoint qu'on l'aura vu faire et que tout va bien. Et de toute façon, tout va bien. Puis je pense qu'on peut utiliser des outils de communication non violente pour aussi exprimer notre besoin. J'avais donné un exemple, je sais plus, je crois que c'est dans je sais plus dans quel article j'avais fait ça, mais voilà, si vous tenez particulièrement à quelque chose que votre mari n'a pas intégré, peut-être voilà, l'exprimer et pas sous le ton de la remarque, mais en discussion constructive. Et je pense que là, les choses peuvent, voilà, deux êtres intelligents qui se parlent sans se surler dessus. Je pense qu'il peut tout à fait entendre que ce point-là, vous aimeriez qu'il le prenne en compte parce que pour vous, c'est important que les chaussettes soient assorties, par exemple. Où il y a des sujets plus graves, mais je reprends cet exemple assez local. Mais en tout cas, voilà. Merci. C'était sur mon blog qu'on en avait parlé. Oui, je crois que c'est ça. Hein, sur le fait de nettoyer son visage avant de partir à l'école, c'est un truc que je... Et bien savoir l'exprimer sans que ça devienne un reproche. Exactement. Non, mais déjà, exprimer et communiquer, tu viens de dire quelque chose d'important. Je voulais y venir, mais communiquer, déjà, rien que ça, se parler, exprimer ses besoins. Et puis aussi, une autre chose qui est basique, que je rappelle régulièrement aux gens, c'est que l'autre ne sait pas ce que tu penses. Oui. Moi, je veux pas... c'est pas possible. Alors, nous, en plus, les femmes, on est championnes du monde pour se dire, non, mais il voit bien que... et alors, je vais prendre un exemple assez basique, la Saint-Valentin. J'ai très envie de recevoir des roses et que ce soir, il ouvre une bouteille de champagne parce que j'adore ça. Et le chéri, alors je dis je, mais on va pas dire moi, mais et le chéri, lui, ce qu'il veut, c'est ce soir-là, il va vouloir voir le match de regarder un match de foot. Il y en a un ce soir en plus. Alors, que se passe-t-il? Si lui, il n'exprime pas son désir de vouloir regarder le match de foot et si elle n'exprime pas le désir de vouloir, forcément, on passe l'un à côté de l'autre et on passe une mauvaise soirée parce qu'on attend tous les deux des choses qui ne sont pas données. Alors que si on peut très bien regarder un match de foot en buvant une petite coupe de champagne, mais si on n'en a pas parlé avant, les désirs ne sont pas dits. Et donc, ça crée des frustrations inutiles. C'est une des clés, tu as raison Delphine, c'est de communiquer. Et je pense que le fait de communiquer en amont, ou alors si jamais il y a déjà eu, la chose s'est déjà produite, de communiquer à froid, permet d'éviter, ils ne seront pas tous évités, il y en aura toujours, on parlera lors de ce sommet du Baby Clash, mais en tout cas, ça évite de hurler sur la personne pour un truc qui peut être réglé un peu. Mais évidemment.
Et c'est une des choses évidentes, c'est de se parler. C'est pour ça aussi qu'on dit de préparer notamment la crème face en avance et de préparer son postpartum avant. Parce qu'après, c'est trop tard. Après, on est fatigué. Après, on n'a plus le temps. Après, on a ce bébé qui vient et qui nous prend tout notre temps, toute notre place, tout notre espace. Toute notre couple et il n'y a plus le moment où on va se poser parce que non, et donc ça, c'est l'erreur qu'ont font beaucoup de gens de se dire ah ben c'est bon, on verra, ça va aller. Le dernier point que je voulais aborder avec vous sur cette question de l'entourage, c'était si on sent que ça va pas, que ce soit un gros baby blues qui s'installe ou voilà, plus grave, entre guillemets, une dépression qui pointe le bout de son nez. Voilà. Comment l'entourage, et surtout le papa, le coparent, qu'est-ce qu'il peut faire? Enfin, toi, tu les vois peut-être pas, parce qu'en une semaine, c'est peut-être court, mais tu as peut-être après des nouvelles, j'imagine, de ces couples qui sont qui vont pas très bien. C'est quoi vos préconisations? Qu'est-ce que vous diriez là, pour prévenir ça, en tout cas? En fait, déjà, la première chose, c'est que le père, encore une fois, quand c'est une maman, c'est différent, mais ne doit pas culpabiliser, ne doit pas se dire c'est de ma faute. Et il y a une autre chose importante, c'est que moi, je leur explique un petit peu ce qu'est une chute d'hormones, ce qui va être un petit baby blues, c'est-à-dire pleurer sans raison, et je leur explique qu'il n'y a pas de problème, ne cherchez pas des solutions, elle a juste besoin, voilà, c'est les hormones, c'est émotionnel. Et quand je dis ça à une deuxième maman, elle me dit ah ben ça va, j'ai compris, c'est bon. Et elles savent, parce qu'elles vivent ça aussi dans leur corps. Mais quand c'est un homme, les hommes, ils voient une femme pleurer, et disent problème, solution au problème. Mais il n'y a pas de problème, donc ils sont complètement perdus. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, quand on voit que ça perdure, effectivement, ne pas banaliser, se dire oh là là, elle est encore en train de pleurer ou non, si on voit qu'il y a quelque chose qui s'installe, qui est récurrent, si on voit qu'elle se néglige, par exemple, ou des choses comme ça, beaucoup évidemment de larmes, beaucoup de fatigue, de sommeil, de non-sommeil. Alors, probablement, il y a pas mal de femmes qui sont dans le déni de ça. Mais donc, peut-être faire soi-même le premier pas, d'aller rencontrer un professionnel et ou en parler avec elle, mais pas dans un moment où elle est au fond du trou, pas quand elle est en train de pleurer, pas quand elle est... mais plutôt dans un moment où on est calme. Et si besoin, plutôt aller carrément avertir ou prendre contact avec la sage-femme ou la PMI ou le médecin traitant, déjà. Des relais après. Mais pas le faire dans son dos, mais essayer déjà d'en parler dans un premier temps et puis de voir ce qu'elle en pense. Mais vraiment, j'insiste aussi sur le fait de ne pas banaliser, en fait. Voilà. Surtout si ça s'installe. Je ne sais pas, Marion, ce que tu rajoutes. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il faut surveiller effectivement l'humeur, la fatigue, si la personne se met un peu en mode automate, voilà, un peu comment elle interagit pardon, avec soi et essayer de voir s'il y a des changements. D'où l'importance d'être présent dans ces moments-là et de surveiller ça. Si on s'inquiète, évidemment, on peut essayer d'en parler avec la personne, mais on peut aussi demander à l'entourage proche, s'il y a des parents qui viennent, ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils ont constaté des choses un peu similaires. Voilà, pour pouvoir avoir un autre point de vue et pas se monter la tête ou voilà, échanger. Et après, effectivement, une des premières choses à faire, c'est de solliciter la sage-femme, le gynécologue, le médecin traitant, voir la PMI à côté. Enfin, essayer d'aller voir un professionnel pour poser des mots sur ce qui se passe. Et si ça se trouve, c'est pas forcément une dépression du postpartum, ça peut être... le baby blues, bon, normalement, ça dure que quelques jours. Mais en tout cas, voilà, ne pas rester sans rien faire au risque de voir la situation s'aggraver et devenir plus difficile à régler ou en tout cas mettre plus de temps à sortir la tête de l'eau. Ouais, j'aime beaucoup ce que disait Delphine sur la distinction et que je pense que les papas ne savent pas le baby blues, qu'ils sachent qu'il y a ça qui arrive, mais que pour le coup, il y a un laps de temps. Enfin, à un mois et demi, c'est le baby blues, il est terminé. Donc, si là, ça perdure, c'est là qu'il faut prendre les choses en compte. Non, mais c'est surtout que ça peut s'installer, en fait. C'est, je veux dire, quelqu'un qui va moins se lever, moins se laver, pas prendre soin d'elle. Enfin, c'est tout ça. Et en fait, c'est lancinant, c'est petit à petit. Et c'est là où il faut être vigilant, en fait. Et puis, il faut être conscient que, en fait, dans cette période-là, même si on a l'impression que sa femme est forte et tout,
elle est très vulnérable parce qu'il y a un grand chamboulement émotionnel et hormonal. Et donc, n'importe qui peut être touché par une dépression postpartum, même une femme qui jusque-là était, entre guillemets, comme on dit, forte, c'est pas le bon terme, mais voilà, qui avait aucun signe avant-coureur. Ça peut toucher n'importe qui. Donc, d'avoir ça en tête, je pense que ça peut aider les papas à se dire, oh là, il se passe quelque chose, il faut peut-être que je fasse attention. Et aussi, par rapport à un sujet qui est tabou, dont personne ne parle jamais, que j'aborde tout le temps avec mes clients, c'est le retour de la vie sexuelle. Il n'y a pas de pression. Et on peut très bien se faire des câlins, ou faire l'amour sans qu'il y ait de pénétration. Parce que la pénétration, c'est quelque chose qui fait peur au début, et c'est bien normal. Donc, il n'y a pas de presse, mais ce qui est très important, ça va être de garder un contact physique ensemble. Donc, de se toucher, de s'embrasser, de se câliner, faire des petits massages, des choses comme ça. Parce que quand on arrête de se toucher et de s'embrasser, ça s'étiole. Et donc, du coup, on s'agace. Alors que quand on arrive à se retrouver dans des moments comme ça, on sait que forcément, ça fait une cohésion, en fait. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup culpabiliser les femmes, de ne pas avoir d'envie, de libido, de désir, etc. Et puis, il y a certains hommes aussi qui ont du mal à refaire l'amour avec leur femme après qu'elle soit devenue mère, ou parfois des accouchements qui ont été traumatisants pour les hommes. Alors, pour les femmes aussi, mais je veux dire, voilà, donc ça, et ça aussi, on en parle, on peut en parler avec une sexologue ou avec la sage-femme, mais ne pas laisser pourrir le truc, parce que la vie sexuelle dans le couple, c'est quelque chose de très important, et si on le banalise ou l'efface ou l'abandonne, c'est compliqué pour revenir après. On en parlera jeudi avec Camille Bataillon, qui est sexologue. Ouais, super. À midi, on aura un live sur... non, pas à midi, à 15h, pardon, sur la sexualité après bébé. On en parle ou pas? Donc, trop bien. On va en parler là. Ses conseils et ses astuces en tant que sexologue. Elle a écrit un livre sur le postpartum et la sexualité. Merci beaucoup. Pour résumer un petit peu ce qu'on a dit, je pense que l'anticipation, c'est hyper important, et la Crème Fest est un peu l'exemple type j'anticipe de préparer les visites et mon postpartum pour l'après. J'ai beaucoup aimé, Marion, tu as insisté sur ce point d'assumer ses choix et se faire confiance, parce que oui, en fait, vous faites ce que vous voulez avec votre bébé, que vous allaitiez, que vous n'allaiez pas, que vous portiez, que vous ne portiez pas. En fait, vous faites bien ce que vous voulez. C'est pas toujours simple, hein, surtout quand on est à un stade de postpartum très, très, on est un peu faiblard, mais au premier. Ouais, surtout au premier. On essaye de faire peut-être une liste de naissance où on encourage les gens et on les aide, parce que tout le monde n'est pas informé, tout le monde n'est pas imaginatif, et il y en a qui ne savent pas et qui veulent bien faire. Dans notre livre, il y a aussi une liste de cadeaux intelligents à faire. Hein. Ouais, c'est trop bien. C'est super idée. Il y a plein de listes en fait. Impliquer le papa dès le début et même avant que le bébé arrive. Communiquer, exprimer ses besoins, parce que comme tu disais, Delphine, on n'est pas dans la tête de l'autre, et si moi je veux des fleurs et que lui il veut regarder son match et qu'on ne parle pas, il ne se passera rien de bon. Et puis informer sur baby blues versus dépression, pour éviter que les choses s'installent et s'ankylosent. Voilà. Et demander de l'aide, parce qu'on a l'impression, dans ce moment, que ce soit un homme ou une femme, on a l'impression d'être un peu seul au monde. On a l'impression de galérer dans l'alcôve de notre appartement ou de notre maison. Mais en fait, tout le monde galère. Voilà, ça, c'est pas un scoop. Je pense que maintenant, on commence à le savoir. Mais donc, allez chercher de l'aide, demandez de l'aide, parlez-en autour de vous. Et c'est pas, faut pas être honteux, d'en quoi. Parler. Parfois, simplement d'en parler, ça fait du bien et ça désamorce. Et après, on se sent plus léger. Donc, ne pas hésiter à même téléphoner à un ami, sa sœur, son frère, pour vider son sac. Ouais, exactement. Et pas forcément demander des conseils, mais comme tu dis, juste être entendu, quoi. Un peu d'écoute active. Ouais. Merci beaucoup, les filles. Merci. Je rappelle, vous avez donc co-écrit le livre Un postpartum en douceur, aux éditions du Rocher, et c'est vraiment une mine d'or, parce que, comme on disait au début, le modèle néerlandais a quand même plein de bons côtés sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a d'autres, donc je ne parlerai que de celui-là, mais en tout cas sur celui-là, ils ont quand même plein de bons côtés. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Et merci à toi. À bientôt. Et merci d'organiser ce sommet. Au revoir. Au revoir.